Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous rencontrer, ravi de pouvoir chatter avec autant de monde. C'est effectivement un grand succès, comme vous savez, la Semaine de l'Argent. Je vais me présenter en quelques instants. Je ne suis pas ministre. Mon nom est Jean-Paul Servet. Bon, avec ça, vous n'êtes pas fort avancé, pas plus avancé, parce qu'il y a 5000 Servets en Belgique. Mais en fait, je suis un flic d'une nature un peu particulière puisque j'ai le plaisir de présider la FSMA, qui est en fait l'autorité de contrôle de ce qu'on appelle le secteur financier. Donc c'est nous qui, avec la Banque nationale, contrôlons les banques, la bourse de Bruxelles qui s'appelle Euronext Bruxelles, les entreprises d'assurance, les fonds de pension, les courtiers qui sont au coin de votre rue et chez qui vous allez peut-être pour conclure un contrat d'assurance, une prime d'assurance auto. Donc, notre métier, c'est de contrôler le secteur financier, mais aussi d'encourager toutes les initiatives, c'est ce qui explique qu'on s'occupe d'éducation financière, qui permettent à tout et à chacun, et à vous, la nouvelle génération de consommateurs, d'avoir un dialogue, je dirais, sain, équitable, avec un banquier, avec un assureur, ou si vous allez être un investisseur, bon, normalement, vous ne pouvez pas le faire avant 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, vous devez avoir la majorité légale, comme c'est le cas pour pouvoir rouler en voiture, par exemple. Et donc, en fait, notre métier, c'est d'assurer ce qu'on appelle notamment la protection de l'épargne publique, d'assurer la protection des consommateurs. Alors, je vois déjà arriver pas mal de questions, ce qui montre le grand succès de cette opération. Je vais prendre différentes questions dans l'ordre et n'hésitez pas à me poser toutes les questions live, comme on dit maintenant chez les jeunes, pour voir comment on peut dialoguer à ce sujet. Alors, quelles sont, première question que je vois apparaître, quels sont les types de crédits les plus utilisés en Belgique? Eh bien, c'est une excellente question pour commencer cette session chat, parce que ça permet un petit peu de donner ce qu'on appelle maintenant une vue d'hélicoptère, c'est-à-dire de vous donner une vue d'ensemble. Alors, les chiffres donne un peu le tournis, mais ça montre bien aussi l'importance du financement de l'économie réelle. L'économie réelle, c'est l'économie dans votre rue. Ce n'est pas l'économie bancaire à Wall Street, à New York. C'est vraiment ce qui fait qu'il y a un terreau économique qui a été atteint, comme vous savez, par le Covid. C'est vraiment l'économie de tous les jours. Eh bien, pour vous donner une vue d'ensemble, vous devez savoir que les banques en Belgique, si on prend les chiffres les plus récents, donc c'est 2019, il faut toujours un peu de temps pour avoir des statistiques, eh bien, si on voit un petit peu, je dirais, les crédits accordés par les banques en Belgique, on arrive à un montant de 254 milliards de prêts à terme. Alors, généralement, les prêts à terme couvrent tous les crédits aux entreprises. Et dans ces 254 milliards, vous aurez 70 milliards pour tout ce qui est crédit à court terme, c'est-à-dire moins d'un an, c'est-à-dire vous êtes commerçant, vous avez besoin d'un crédit de caisse pour faire face à une dépense qui n'est pas un investissement, ce n'est pas pour acheter une voiture ou acheter un immeuble ou acheter des machines, outils, c'est simplement pour faire face à un imprévu. Eh bien, là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est crédit à court terme, et donc sur les 254 milliards de prêts à terme, vous en avez 70 qui concernent des crédits à moins d'un an et 184 milliards d'euros à court terme. À ces 254 milliards de prêts à terme s'ajoutent des prêts hypothécaires que vous connaissez peut-être si vos parents sont propriétaires d'une maison, d'un appartement. Eh bien, ces prêts hypothécaires s'élevaient en 2019 à 178 milliards. Alors, comment est-ce que les banques elles-mêmes se financent? Eh bien, elles se financent, mais pas exclusivement, notamment par les célèbres comptes d'épargne. C'est quoi les comptes d'épargne? Quand j'avais votre âge, on appelait ça des comptes écureuils, c'est-à-dire ce que vous avez commencé à épargner à mon époque, quand j'étais par exemple aussi en classe d'école primaire, eh bien, on faisait le tour de la classe le vendredi après-midi. C'était encore l'enseignant ou l'enseignante qui faisait la collecte pour aller le déposer à la banque du coin, parce qu'à l'époque, il y avait énormément d'agences bancaires près de toutes les différentes écoles primaires. Et donc, il faut savoir que les banques se financent pour accorder ces prêts à terme et ces prêts hypothécaires, notamment, mais elles investissent aussi dans d'autres choses, à concurrence de 296 milliards sur les comptes d'épargne. Ça, c'est l'épargne de monsieur et madame tout le monde qui est déposée sur des comptes bancaires qui font d'ailleurs l'objet d'une protection
européenne, puisque s'il y a un problème avec une banque belge, si elle tombe en faillite ou elle a des difficultés, eh bien, vous êtes protégé à concurrence de 100 000 € pour tous les comptes à vue que vous avez auprès de cette banque. Si d'ailleurs, vous verrez d'ailleurs une animation à ce sujet dans le Wikifinlab, je vous conseille de l'oublier, comme je l'ai dit dans la vidéo, auprès de votre professeur pour venir visiter gratuitement le Wikifinlab, qui rencontre un grand succès, et vous aurez l'occasion de voir un mur de savoir où cela est expliqué de manière très précise et très didactique. Alors, on me pose une deuxième question. Oui, merci pour l'info. C'est bien de voir un petit peu quel est le montant des crédits utilisés en Belgique, mais qu'est-ce qu'il en est du crowdfunding? Et on me demande, est-ce que le crowdfunding est une menace pour les établissements bancaires? En d'autres termes, est-ce que ces plateformes de crowdfunding qui permettent de sélectionner des projets de crowdfunding qui ont besoin d'un financement, est-ce que ces plateformes de crowdfunding sont d'ores et déjà ou sont des, je dirais, des compétiteurs importants ou sont une menace pour les établissements bancaires? Première chose à souligner, c'est un secteur en pleine évolution. Chaque fois que nous faisons des études, ça fait aussi partie de notre métier, comme autorité de contrôle du secteur financier, c'est d'informer les gens comme vous, les professeurs, les citoyens, l'industrie, de l'évolution d'un certain nombre de statistiques. C'est ce qu'on fait depuis un certain temps, parce que le crowdfunding est à la fois très ancien, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la première opération connue de financement date de 1876, quand on fêtait le centenaire de l'indépendance américaine, qui date de 1776-1777, et qu'on a dû financer par crowdfunding. Mais à l'époque, Internet n'existait pas, avec une souscription publique, comme on disait à l'époque, à la fin du 19e siècle, et on a ainsi financé le socle de la célèbre Statue de la Liberté. Mais le crowdfunding en tant que tel a explosé en termes d'intérêt grâce à l'arrivée massive d'Internet. Ce qui fait qu'évidemment, depuis un certain nombre d'années, d'abord aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons et maintenant aussi dans ce qu'on appelle les pays d'Europe continentale, comme la Belgique, comme la France, comme l'Allemagne par exemple, eh bien, il y a une belle progression du crowdfunding. Mais il faut savoir raison garder, comme on dit. Bien, ce n'est pas comparable. Donc, vous vous rappelez des chiffres que je vous ai affligés il y a quelques minutes. Donc, vous avez un total de 432 milliards d'euros investis sous forme de prêts hypothécaires ou de prêts à terme accordés par les établissements bancaires. Eh bien, si on regarde la situation à la fin de la même année, il y a pour cette année-là 41 millions 41 millions versus 430 milliards, donc on ne peut pas dire qu'on est dans la même catégorie, et c'est assez normal. Je crois que le crowdfunding est surtout une activité de niche, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire c'est grâce au crowdfunding qu'on va pouvoir développer des projets peut-être plus originaux, plus sociétaux, et vous avez vu dans la vidéo qu'il y a différents types de je dirais, de crowdfunding, les crowdfunding pour lesquels on ne s'attend pas à faire du bénéfice, qui servent à financer différentes choses, par exemple des études, on va y revenir dans un instant, et puis les crowdfunding financiers. Alors bien sûr, ces 40 millions, je dirais, d'euros qui sont gérés par des plateformes de crowdfunding ne concernent que les plateformes les plus importantes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, quand il s'agit de plateformes d'une taille importante, et qui proposent des opérations qui dépassent certains seuils, elles doivent être reprises sur une liste. Nous devons les agréer, tester leur capacité à gérer un certain nombre de choses, avoir une IT, un système informatique cohérent, éviter les conflits d'intérêts, qu'ils soient plutôt en lien avec certaines sociétés ou personnes. Donc tout ça, ça fait partie de nos métiers. Donc les chiffres que je vous donne, c'est uniquement pour la petite dizaine de plateformes de crowdfunding qui sont contrôlées, surveillées par la FSMA. Alors je vois qu'entre-temps, il y a différentes questions qui sont parvenues. Une question de Sophie, très intéressante. Bonjour Sophie, merci de ton intérêt pour cette session chat. Et tu me poses la question qui, je crois, va intéresser pas mal de tes amis ou des autres étudiants qui suivent cette session chat. Tu me dis, tu me poses la question suivante, comment une entreprise décide-t-elle du moyen de financement à choisir? Alors, ça, c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas nécessairement une bonne réponse. D'abord, une entreprise n'est pas souveraine. Elle doit voir ce qui est accessible. Et ça dépend aussi de sa rentabilité. Si une entreprise est en mauvaise posture financière,
elle n'a pas nécessairement le choix. Elle doit convaincre des banques, des investisseurs, hein, si elle veut, je dirais, essayer d'obtenir un renforcement de son capital, des partenaires pour investir dans la société. Donc, encore une fois, il faut, je dirais, être dans les meilleures conditions pour obtenir le financement. Et plus ça va bien pour une société, plus c'est facile de trouver du financement, que ce soit bancaire, ou si par exemple vous allez à la bourse de Bruxelles, mais encore une fois, ne croyez pas, s'il vous plaît, que la Belgique, c'est les États-Unis. Hein. Il y a 200 sociétés qui sont cotées à la bourse de Bruxelles, Euronext, qui est une grande bourse qui est fusionnée avec Paris, Amsterdam, le Portugal, bientôt Milan en Italie, aussi en Irlande, aussi en Norvège. À un moment donné, elle était même fusionnée avec Wall Street, la bourse américaine, mais ça ne concerne qu'un certain nombre limité de sociétés, 200 sociétés. Et il faut comparer ça avec les 360 000 sociétés qui publient des comptes annuels. C'est normal. Je suppose que vous avez peut-être vu avec votre professeur d'économie, on vous dit toujours la Belgique est un pays de PME. Bon, ben, c'est moins le cas par exemple aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont des grandes sociétés bien connues, hein, Unilever, etc., Shell, etc. Bon, c'est moins le cas en Belgique. Bien sûr, on a aussi des très grandes sociétés, mais on est plus fondamentalement un pays de PME, de petites et moyennes entreprises. Eh bien, ça se retrouve aussi un petit peu dans le paysage des sociétés qui vont à la bourse ou qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont des sociétés fermées. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas comme ça en souhaitant acheter et vendre des actions émises par ces sociétés. Alors, pour revenir à la question de Sophie, ben, comment une entreprise décide-t-elle du moyen de financement choisir? Ben, ce qu'elle va faire, quand elle a les possibilités de choisir différentes sources de financement, elle va réfléchir à la meilleure formule en fonction de l'horizon. Si c'est un investissement à long terme, acheter par exemple, investir dans un nouveau site de production, acheter du matériel roulant, des camionnettes pour aller livrer aux clients, elle va choisir un crédit d'investissement pour les investissements à plus long terme. Si par contre, elle a besoin, je dirais, d'argent dans une perspective à court terme, parce qu'elle est en manque de cash et qu'elle ne souhaite pas ou qu'elle ne veut pas investir à long terme, eh bien, elle va utiliser d'autres formules de crédit. C'est ce qu'on appelle les crédits de caisse, crédits de roulement pour les besoins à court terme. Alors, ce qu'il faut bien savoir à cet égard, c'est que le choix du crédit va aussi avoir un impact sur le coût. Bien. Comme vous le savez sans doute, peut-être que vous avez déjà fait des crédits à la consommation. Faites attention aux crédits à la consommation. Par exemple, faire un crédit à la consommation pour des GSM, ça peut coûter très cher. Donc, vérifiez bien, lisez tous les documents et pas uniquement le recto, le verso et les petits caractères. C'est ça qu'on enseigne en matière d'éducation financière. Alors, quand vous faites du court terme, généralement, le taux d'intérêt est plus cher. Pourquoi ? C'est un peu triste à dire, mais il faut comprendre aussi la réalité de ceux les dispensateurs de crédit, qui vous donnent de crédit, eux-mêmes peuvent être en risque. S'ils donnent un crédit à des gens qui s'encourent, qui ne sont pas capables de rembourser leurs dettes, eux-mêmes sont en risque. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Mais parce que quand vous demandez un emprunt hypothécaire dans votre vie privée, ou que vous demandez un crédit d'investissement, on va vous demander des hypothèques, des gages. C'est-à-dire la possibilité pour la banque d'avoir un droit de priorité si vous tombez en faillite ou si vous n'êtes pas capable de rembourser votre dette. Donc, généralement, les personnes qui sont les plus privilégiées, c'est l'État, l'administration fiscale, l'administration sociale, l'ONSS, etc., et les travailleurs, pour pouvoir prétendre à des indemnités de licenciement. Et puis, juste après, il y a, je simplifie fortement, il y a ceux qui disposent d'hypothèques. Et donc, quand vous avez une hypothèque, et que vous avez la possibilité, je dirais, de saisir l'immeuble pour le vendre de manière forcée, si votre débiteur ne vous rembourse pas, forcément, vous allez avoir un taux d'intérêt plus bas. C'est ce qui explique, par contre, que tout ce qui est crédit à la consommation pour financer votre téléphone, votre iPad éventuel ou votre ordinateur est beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que ça a une valeur nettement plus faible et surtout, je ne dois pas dire ça à des jeunes comme vous, qui sont plus à la page que moi, à 57 ans, eh bien, vous savez très bien que des ordinateurs se déprécient très vite. Donc forcément, si vous demandez un crédit, on sait bien qu'au bout d'1 an ou 2 ans, votre téléphone portable, votre ordinateur n'aura plus beaucoup de valeur. Par contre, un immeuble, c'est fait pour durer dans le temps. Voilà ce qui est important à savoir à propos du choix du moyen de financement. Alors Younes me pose également
Une excellente question. Merci Younes. À toi, je crois que c'est une question importante aussi que tu poses. Tu nous poses la question suivante. Comment puis-je savoir si une entreprise est saine financièrement? Eh bien, d'abord, souligner que nous avons de la chance de vivre en Belgique. Ça, nous le savons depuis longtemps, mais c'est particulièrement le cas en matière d'accès à l'information. Si vous voulez avoir de l'information sur une société, vous allez sur le site de l'autre autorité de contrôle secteur financier, qui s'appelle la Banque nationale de Belgique, et vous allez regarder un onglet qui s'appelle Centrale des bilans. Et vous allez voir apparaître le site, le site consacré au dépôt des comptes annuels. Il y en a 360 000. Bien. Pour vous donner une petite idée, si vous étiez aux États-Unis, qui font parfois rêver, mais il faut voir aussi les avantages et désavantages aussi de vivre aux États-Unis, eh bien, on publie dans le petit royaume de Belgique 10 fois plus de comptes que sur l'ensemble des États-Unis. Donc, l'information est très accessible. Elle est gratuite. Il suffit juste d'aller sur le site de la Banque nationale. Elle est standardisée. Et ça, c'est important quand on veut comprendre si une entreprise est saine financièrement. Il faut d'abord voir ça sur au moins 2 années comptables, 3 années. Eh bien, ça, vous avez la possibilité de voir en lisant les comptes annuels sur 2 ans. Bien. Et puis, il faut aussi voir un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire, vous allez calculer les ratios. C'est quoi les ratios? C'est des fractions, ben oui, comme vous avez appris à l'école primaire et secondaire, pour calculer la liquidité. Est-ce que la société est capable de faire face à des problèmes de liquidité? Et c'est en calculant des ratios que vous verrez mieux si une entreprise est, je dirais, est intéressante pour un investissement, ou si vous êtes banquier ou que vous voulez investir dans cette société, si ça vaut la peine ou si c'est pas trop dangereux. Alors, où trouver les projets de crowdfunding? Ça, c'est Anonymous, donc ça, c'est pas un prénom, évidemment, mais simplement, pour votre information, sur les plateformes. Il y en a un certain nombre qui sont enregistrées sur le site de la FSMA. Il y en a d'autres, plus petites, qui sont aussi actives en Belgique et qui ont souvent une spécialisation dans les projets écologiques ou dans des projets sportifs. Donc, l'Internet, pour ça, donne, je dirais, énormément d'informations. Mais soyez prudents. Crowdfunding, ça veut dire aussi entreprise nouvelle, ça veut dire aussi plus de risques, plus difficile à vendre. Il y a des merveilleux projets, mais il faut assumer, il n'y a pas de miracle en finance. Plus la perspective de rendement annoncée est importante, plus le risque est important. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça vaut aussi pour le Bitcoin, que nous ne contrôlons pas. Bien. Donc, il n'y a jamais de miracle je dirais, en cette matière. Alors, Pascaline pose aussi une question. Pourquoi le système entre les États-Unis est différent? Oui, c'est une question très intéressante. C'est historique. Les Américains ont l'habitude de se financer plus par la bourse, par le marché. C'est 2 tiers aux États-Unis contre 1 tiers de crédit bancaire. C'est exactement l'inverse en Europe. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien? Je crois qu'il faut toujours essayer de développer le plus possible par le marché. Ce n'est pas en tant que tel un objectif absolu, mais il ne faut pas en déduire que, je dirais, il n'y a plus de crowdfunding aux États-Unis, ce qu'on appelle d'ailleurs aux États-Unis Main Street, c'est au moment le financement des activités de rue versus Wall Street, qui est la bourse, là où est située la bourse de New York. Il ne faut pas en déduire que le crowdfunding est beaucoup plus développé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Le temps passe extrêmement vite et je vais donc devoir m'arrêter là. J'étais ravi de pouvoir discuter avec vous et n'hésitez pas à poser vos questions également par email à mon équipe qui est là pour répondre à toutes les questions que vous auriez. C'est important pour nous d'être en contact avec vous, c'est-à-dire les consommateurs de demain et même d'aujourd'hui. À très bientôt et passez un agréable week-end.